Très ravi de vous savoir au rendez-vous de ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Ouverture à Lagos au Nigeria du salon Power Nigeria, l'événement entend répondre à la crise énergétique qui sévit dans le pays. Le président ghanéen John Dramani Mahama rassure sur l'économie de son pays. C'était en marge de sa visite à Paris. Grève du syndicat national des télécommunications au Burkina Faso. Objectif, dénoncer la situation des travailleurs depuis la privatisation du secteur des télécommunications. Lagos, la capitale économique du Nigeria, accueille pendant 3 jours un salon consacré à l'énergie. L'événement coïncide avec la décision de la Banque africaine de développement d'investir 363 millions de dollars dans le domaine de l'énergie justement au Nigeria afin de booster la croissance économique du pays tout en réduisant les coupures de courant. Le secteur de l'énergie nigérien relève d'importants défis. Des défis occasionnés en majeure partie par la forte dépendance du secteur de l'énergie au gaz. Environ 75% de la puissance du Nigeria est générée par des centrales à gaz. La plupart des pipelines fournissant le gaz sont situés dans la partie sud-ouest du pays. Ce salon regroupant les principaux acteurs mondiaux est donc initié pour répondre à la crise énergétique que traverse le Nigeria. Il y a un manque majeur d'énergie pour la manufacture et les acteurs industriels au Nigeria qui les limitent. Le coût du carburant a également augmenté, à ne pas oublier. Nous avons augmenté les prix du carburant de 86 à 145. Par conséquent, les prix du diesel qui étaient non réglementés sont passés de 155 à 220. Cela a eu un impact sur le coût de l'énergie pour les fabricants. De nombreux fabricants se retrouvent avec des coûts énergétiques plus élevés. Autre réponse aux difficultés que traverse le Nigeria dans le secteur énergétique, celle de la Banque africaine de développement. L'institution s'est engagée à investir 363 millions de dollars dans le secteur au Nigeria. Nous disons que l'énergie et encore de l'énergie, c'est ce dont a besoin le Nigeria. Et cette année, nous allons investir un total de 363 millions de dollars dans le domaine de l'énergie en se concentrant sur la production de 1400 MW d'électricité. En 2017, on devrait investir dans environ 1385 MW d'électricité et nous tiendrons parole. Notons que le Nigeria a une économie très diversifiée. Le pétrole ne compte que pour 10% du produit intérieur brut, mais pour 98% des revenus en devises étrangères du pays. Le président ghanéen a été reçu mardi au palais de l'Élysée à Paris par son homologue français. Ce fut l'occasion pour John Dramani Mahama de s'exprimer sur l'état financier de son pays après l'obtention en 2015 d'une aide financière du Fonds monétaire international. Le traitement de notre dette publique se fait en accord avec le FMI et le FMI est pleinement conscient du fait que nous allons sur les marchés obligataires pour lever des fonds principalement pour rembourser les obligations qui arrivent à échéance en 2017. Cela représente 400 millions et donc sur les 750 millions pour lesquels nous sommes allés sur les marchés, 400 millions sont prévus pour rembourser ces obligations. Je pense qu'avec cette anticipation qui assure que le Ghana ne sera pas en défaut de paiement sur ces obligations, cela augmente la confiance internationale et la fiabilité du Ghana en matière de dette. Depuis la semaine dernière, le syndicat national des télécommunications Sinatel observe un sit-in et un arrêt de travail illimité au Burkina Faso, ceci pour exiger la réouverture des négociations avec la direction de l'Office national des télécommunications sur notamment la plateforme revendicative des travailleurs. En attendant d'obtenir gain de cause, ce syndicat était face à la presse mardi
pour interpeller l'opinion nationale et internationale sur la situation qui prévaut au sein de la Nationale des télécommunications depuis sa privatisation en 2006. C'est une situation peu reluisante que vivent les travailleurs de l'Onatel depuis la reprise de l'entreprise par le groupe Maroc Télécom. Selon le secrétaire général du Sinatel, le syndicat national des télécommunications, en 10 ans d'exploitation du réseau, aucun investissement n'a été fait au niveau de la téléphonie fixe, qui est un secteur quasiment délaissé. Le réseau de téléphonie Onatel en général est mal entretenu, ce qui a pour conséquence les pannes à répétition. Si la privatisation avait été présentée à l'époque par le gouvernement comme un moyen stratégique pour développer le réseau par un investissement massif, surtout dans un environnement concurrentiel, le Sinatel note plutôt un refus de Maroc Télécom d'investir au Burkina. Puis le syndicat dénonce, outre une opacité dans la gestion financière, il remarque que les compétences locales sont brimées et s'insurge contre la discrimination salariale entre personnel marocain et burkinabé. Certains responsables sont débordés de leur poste tout simplement parce qu'il y a un Marocain qu'on veut positionner. Le salaire d'un Marocain est 12 fois celui d'un burkinabé. Le Sinatel soupçonne une fuite des capitaux et déplore que l'État, en tant qu'actionnaire, n'ait aucune possibilité de contrôle des finances de l'Onatel. Il invite le gouvernement à ouvrir l'œil et le bon dans ce bras de fer qui oppose la direction aux travailleurs de l'Onatel. Ces derniers ont le soutien de la CGTB, la puissante Confédération Générale des Travailleurs du Burkina. La lutte va donc se poursuivre et le Sinatel maintient son mot d'ordre de sit-in illimité jusqu'à ce que les négociations reprennent avec la direction de l'Onatel. Pendant ce temps, le circuit d'approvisionnement des unités de recharge téléphonique est asséché, la pénurie frappe le pays, la qualité du service téléphonique et Internet se détériore et c'est la population qui en pâtit. Alors maintenant, en Toscane, à la découverte d'un vin vieux de 300 ans, un vin auquel les producteurs veulent aujourd'hui donner un nouvel élan. C'est dans ces vignobles qu'est produit l'un des plus célèbres vins de la planète, le Chianti. Il y a 300 ans, le grand-duc de Toscane définissait cette zone entre Florence et Sienne comme unique lieu de production pour éviter les contrefaçons. La première appellation contrôlée pour un vin était née. Ici, nous avons une météo assez clémente, un paysage doux, très vallonné et très varié. Les vents qui soufflent sont sains et parfois il y a même un peu d'air marin. Et donc nous avons un microclimat idéal pour le vin. Chez ce caviste, on ne vient pas pour boire le Chianti ordinaire, associé à la fiasque entourée de paille. Le Chianti classico, plus raffiné, se décline en une multitude de variétés. Il a un goût final doux et velouté. Je pense que c'est pareil pour tous les Chianti classicaux, même si nous ne les connaissons pas tous. Il me semble juste que tous ces vins ont vraiment une très belle finition. Je ne sais pas, c'est comme une chanson qui se termine tout en douceur. La région produit aujourd'hui 35 millions de bouteilles par an, dont 80% est exportée. Une production extrême qui, certains s'inquiètent, pourrait nuire à la fertilité des sols. Originaire d'Afrique du Sud, Manfred Ing a donc fait le choix de vins sans engrais artificiels ou pesticides, selon des principes biodynamiques. Il y a 300 ans, c'était des jardins où les gens faisaient un peu de vin pour eux. C'est exactement ce que nous faisons maintenant. Ici, à Cacciabella, nous portons beaucoup d'attention à la durabilité. Ce que nous faisons pour les sols et les vignes va avoir un impact sur les générations à venir. Le viticulteur espère voir se multiplier, comme en Bourgogne, des appellations labellisées très locales. Autrement dit, des domaines à taille humaine, plus respectueux de l'environnement. Pour lui, c'est la seule route à prendre pour que dans 300 ans, on puisse encore boire du Chianti. Et voilà qui met un terme à la première partie de ce journal de l'économie. La suite, c'est juste après ceci. Instant débat à présent sur le journal de l'économie. Nous retrouvons Kazmik Pédior. Bonjour et bienvenue. Merci Inès. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'agriculture au Niger et les nouvelles semblent bonnes. Les perspectives pour l'année 2017 sont plutôt positives. C'est bien ça Inès. Il faut dire que ce pays menacé
par la sécheresse, menacé également par un certain nombre de conflits au niveau de la sous-région, vit difficilement la sécurité alimentaire. Et donc, le gouvernement, à travers le président de la République, a décidé donc d'accompagner le secteur productrice de richesse pour les 5 prochaines années. Alors, la première expérience démarre donc pour la campagne 2016-2017 où le pays a prévu quand même beaucoup de performances, notamment au niveau de la production céréalière. Il faut déjà dire qu'environ 146 113 hectares de superficie seront mis à contribution pour la production du riz. Il y a environ 10 964 hectares de maraîchers qui seront donc opérés au cours de l'année 2016-2017 pour permettre aux Nigériens de pouvoir disposer de suffisamment de ressources pour pouvoir faire face à un certain nombre de besoins alimentaires. Une chose, Kazmi Kwijjo, est d'avoir des ambitions dans le domaine agricole, mais l'autre est de pouvoir réellement atteindre les objectifs fixés. Est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent concourir à ça? Déjà, le gouvernement a pris les recommandations des campagnes précédentes, notamment la campagne 2015-2016, où il a été question de revoir la subvention au niveau de l'engrais. Et donc, pour cette campagne, le gouvernement a pris à bras le corps cette recommandation. Il y a aussi que le gouvernement compte aménager environ 3300 hectares de terre supplémentaires par rapport donc à l'année 2017. Sur ce qui est déjà fait, il y a 6300 hectares qui seront davantage aménagés et voilà quelques perspectives. Il faut également dire que le gouvernement prend la mesure de l'agriculture en termes de modernisation. Donc pour la campagne, il y a beaucoup de moyens modernes qui ont été mis à contribution. Il faut aussi dire que le fameux projet de barrage sur le Niger, sur le fleuve Niger, donc, est progressivement arrivé à terme et donc pourra générer davantage de performances au niveau de l'agriculture. Tout ça mis ensemble, certainement que 2016-2017 serait une année, une saison pluvieuse certainement prolifique pour l'agriculture où le Nigérien pourra nourrir effectivement le Nigérien. Kazmi Kwijjo, c'est bien que le gouvernement nigérien prenne des décisions, veille à faire avancer les choses. Mais que pensent les producteurs de tout ceci, puisque c'est eux qui sont sur le terrain et pas le gouvernement? Bien sûr, Inès, il y a déjà la motivation donc des agriculteurs, des acteurs donc de ce sous-secteur-là. Il faut également dire que les producteurs bénéficient actuellement de l'assistance technique des cadres de l'administration, notamment au niveau du ministère de l'Agriculture, en charge de l'agriculture. Ces agriculteurs pourront également voir leur production conservée dans de bonnes conditions cette fois-ci. Et donc tout ça mis ensemble, forcément, il y a la motivation et il y a ce qu'on appelle ici l'intérêt commun des Nigériens à véritablement travailler pour pouvoir nourrir le Nigérien et réduire les importations qui, il faut le dire, le Niger fait partie des premiers pays au niveau de la sous-région en termes d'importation des produits, des biens de consommation de façon globale. Donc, il va falloir lutter contre ça. En tout cas, nous sommes bien impatients. Nous allons attendre la fin de la saison pour voir si tout ceci va réellement payer. Merci beaucoup, Kazmi Kwijjo, d'être